J'ai du mal à reconnaître mes erreurs, je sais. Ne m'en veux pas car j'ai du mal à m'exprimer, mais j'essaye. C'est tout moi. C'est tout moi. Y'a ceux qui veulent une vie de rêve et celles qui rêvent d'une vie où jamais l'amour crève. Mais ça c'est pas possible, je crois que tout tient qu'à un fil tant que... Suivez Samedi Sport sur Canal 2 avec Eddie Discar. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous une fois de plus à cette édition de Samedi Sport en direct et en exclusivité sur les antennes de Canal 2. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un jour spécial. Déjà, Barkada Salah à toute la communauté musulmane d'ici ou d'ailleurs. C'est aussi un jour spécial tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la première année, l'anniversaire de Samedi Sport. Figurez-vous, la première édition, c'était le 24 septembre 2015 à 10h15 du soir. Aujourd'hui, nous en sommes effectivement fiers de fêter cette première année. On en profite pour remercier les consultants qui ont fait partie de cette première, notamment Cestin Jamel, qui n'est pas là ce soir, Dominique Assako, Yaboudaga et l'ensemble de l'équipe technique qui est ici présente et qui participe régulièrement à vous livrer le meilleur du sport. Voici le sommaire. Au sommaire de Samedi Sport, Afrobasket Dame 2015, les chances de nos Lions pour une place à Rio. Ensuite, Pau Gasol, roi incontesté et incontestable de l'Eurobasket. Football, la forme resplendissante de l'énorme Abouaka Vincent pour le début de saison, jusqu'où peut aller la star camerounaise. Et que dire des révélations camerounaises de la Ligue 1, Anguissa, Koudou, Jordan Sebacho. Et nous sortirons avec la grande fête de la Coupe du Monde de rugby pour la découverte de la balle ovale. Bienvenue dans l'univers des gentlemen. Monsieur, dames, sur les antennes de Canal 2 International, voici pour vous Samedi Sport. Retour sur le plateau de Samedi Sport pour la présentation du panel qui est constitué ce soir de Bruno Yongué. Bruno, bonsoir. Bonsoir Edith Giscard, bonsoir chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Je profite quand même de l'occasion pour souhaiter une bonne fête du sacrifice à toute la communauté musulmane. Merci. Très bien Bruno, très bien effectivement pour cette communauté une fois de plus à qui vous souhaitez, n'est-ce pas, cette bonne fête. On continue à ma gauche avec Arthur Djonvanet. Arthur, bonsoir. Bonsoir Edith, bonsoir à tous les téléspectateurs de Samedi Sport, on espère qu'on va se régaler ce soir. Bien sûr, on va se régaler comme d'habitude avec le meilleur du sport une fois de plus ce soir. Et on continue avec un qui nous revient, Steve Ngassa. Steve. Bonsoir Edith, bonsoir à tous les téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir une fois de plus. Et on termine avec Georges Rib Azam. Alors le sacré Georges, comment il va? Il va très bien, il est à l'image de Samedi Sport qui fête c'est un an de naissance. Et sachez que la grande famille est très heureuse de vous recevoir, enfin l'ensemble des personnes ici présentes et d'autres qui vont intervenir notamment. J'espère qu'à la fin de l'émission, il y aura un retour. On en reparlera en off, bien sûr. Alors, sans plus tarder, voici pour vous la première rubrique de cette édition, la rubrique Média Presse, l'actualité de la presse cybernétique locale, la presse sportive internationale, au montage, Collins Wanchon. Bonsoir et bienvenue dans la rubrique Média Presse. Le site Camfoot annonce la liste des 25 joueurs internationaux camerounais convoqués face au Nigeria pour la rencontre amicale. On note la présence des petits nouveaux tels que Siani, Collins Faye et Aboubakar Oumarou. 45 fois 2 faits écho du Golden Foot obtenu par Samuel Eto'o il y a quelques jours s'ajoute encore à son palmarès déjà impressionnant. Football 237 s'étend sur la cérémonie des awards de la LFPC qui se déroule ce samedi 26 septembre et qui verra récompenser les acteurs de cette discipline, notamment les footballeurs, les arbitres et les entraîneurs. The Mirror Sport, le quotidien britannique, annonce le début de cette saison catastrophique de Newcastle qui s'est encore incliné face à Sheffield Wednesday. Le poste du coach Steve McLaren est déjà sérieusement menacé. Record, le quotidien portugais titre sur le malaise autour de Cario qui affiche une baisse de forme considérable, situation qui le met en porte-à-faux avec le Sporting. Cependant, avec le Benfica, Gaëtan, l'international argentin, est au toit de l'Europe. Pour la 5e victoire consécutive de l'Inter de Milan cette saison, Tudo de Melo a décidé de parvoiser d'une belle fort manière en allant simplement embrasser une inconditionnelle de Nerazzurri. Le triomphe du Real à San Mamés face à Bilbao 2-1 et la défaite du Barça en Galice face au Celta Vigo 4-1 font la une du Marca avec les deux grands protagonistes de ce triomphe, Karim Benzema pour le Real et Nolito pour le Celta Vigo. À la suite de tout cela, le quotidien Catalan Sport analyse les conséquences d'une défaite qui fera beaucoup de mal au Barça et surtout qui a révélé les failles des Catalans. La France s'impose 38-11 face à la Roumanie, mais c'est fou comme elle fut laborieuse, annonce le quotidien de l'équipe.
Du côté de l'hebdomadaire France Football, enquête sur la face cachée des transferts, les commissions d'agents, les tierces propriétés, les indemnités, les dépôts de plaintes et bien sûr l'échange monétaire. Ce sera tout pour la rubrique Média Presse, à très bientôt. Sur le plateau de Samedi Sport, nous remercions à la réalisation de cette émission, effectivement, Colin Swanchan, et on remercie également William Ekola, le présentateur de la rubrique. On évolue avec le premier sujet autour de l'Afrobasket Dames qui a vu la victoire il y a quelques heures, ou du moins très peu, du Cameroun 68-54 face à la Mozambique. Alors avec nous les spécialistes de basket, notamment Steve Ngassa, vous qui avez suivi la rencontre avec beaucoup de plaisir, comme tout le reste des Camerounais je suppose bien sûr, comment avez-vous analysé la performance des Lions qui malgré tout, elles ont été assez poussives en début de rencontre, hein? Bon, à prime abord, il faut d'abord savoir que le Mozambique fait partie d'une très grande équipe au niveau féminin en Afrique. Et ce n'est jamais évident pour une équipe qui organise un tournoi de se lancer dans la compétition. Donc la première mi-temps a été très poussive, ce qui est tout à fait normal. Jouer devant son public, il y a plusieurs filles qui sont nouvelles pour qui c'est la première compétition. Donc le résultat final est très réconfortant. 14 points, une victoire 68-54. On ne pourrait pas demander mieux. Donc c'est quand même une très bonne entame. Très bien, pour l'entame justement, on a vu les performances de certaines joueuses telles que Meisha Alexandra, Bianja, Ayarma, qui ont été assez exceptionnelles. Pour se parler de la performance de Djankou, qui en le troisième quart-temps a permis au Cameroun de revenir notamment au score, puisque le Cameroun était mené au score, et bien sûr au quatrième quart-temps de pouvoir faire la différence. Oui, c'est sûr que Meisha a été une véritable révélation. Le public d'ailleurs l'a reconnu en lui faisant une standing ovation à la fin du match. Mais c'est grâce au collectif que le Cameroun va pouvoir gagner des victoires. Et quand on parle de collectif, c'est principalement au niveau défensif, parce qu'en première mi-temps, on a bien vu que l'équipe ne jouait pas de façon coordonnée. Il y avait beaucoup d'erreurs défensives, beaucoup d'oublis lors des écrans. Mais je pense qu'avec le coach Zedon, qui est quand même un coach reconnu pour la défense, des ajustements vont être faits. Et dès demain contre le Mali, ce sera une sacrée paire de manches. Mais vous qui êtes assez proche justement de cette fédération, parce que comme on le sait si bien, est-ce que je dirais, la préparation avec le coach Zedon que vous avez précisé, est-ce que cela est en train de porter ses fruits? La préparation porte ses fruits. Bon, il faut quand même reconnaître que la performance aux Jeux africains n'était pas excellente. Avec l'élimination face à l'Angola. Avec l'élimination face à l'Angola. Mais il y avait quand même deux joueuses majeures qui n'étaient pas présentes. Bon, évidemment, elles vont, je crois, avoir besoin d'un peu de temps pour vraiment s'acclimater à l'équipe. Ce qui laisse croire qu'au fil du temps, au fil des matchs, l'équipe normalement devrait monter en puissance. Très bien. Alors avec vous, Arthur, on est toujours sur la performance de ces Lyon. Est-ce que le Cameroun au premier quart-temps, au second quart-temps, au troisième quart-temps, est-ce que c'est là où le Cameroun a su faire la différence? Parce que le coach Zedon, qu'on a écouté pendant la rencontre à la mi-temps, disait à ses joueuses, vous précipitez, prenez le temps d'agir, prenez le temps de transmettre dans la passation, parce que ça allait assez vite et ça mettait les Camerounais en difficulté. Oui, alors moi je pense quand même qu'il faut souligner le fait qu'on joue à la maison, il y a quand même une certaine pression, hein. Il y a le public, on a envie de bien débuter. Je vais rebondir sur ce que Steve a dit, parce que quand on regarde le déroulé du match, à la mi-temps on a quasiment encaissé pratiquement 40 points, et à la fin du match on termine en encaissant 54. Ça veut dire qu'il y a vraiment un focus qui s'est mis en deuxième mi-temps sur l'effort défensif, et les joueurs ont pu se libérer. Les trois premiers cartons, oui, c'était certes poussif, mais je mets ça sur le fait qu'il fallait démarrer la compétition. Le Mozambique n'est pas forcément facile à jouer. Il y a un match à venir contre le Mali qui est quand même... Le Mozambique qui ne perd jamais en rencontre d'ouverture. C'est quand même une performance à noter de la part de la sélection du Cameroun. Oui, mais on est à la maison. Oui, il fallait surtout pas s'incliner. Non, il ne fallait pas s'incliner. Il faut toujours bien démarrer une compétition comme celle-là. On sait qu'on a de très grosses équipes dans cette compétition, comme l'Angola, comme le Nigeria, comme le Sénégal, comme le Mali, qui seront extrêmement difficiles à jouer, et commencer par une victoire, engranger les points dès le début, c'est extrêmement important. Très bien, on a observé un point qui m'a semblé assez particulier, c'est, je ne dirais pas une absence, mais le manque d'engouement au niveau du public, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une présence massive. Est-ce que pratiquement une année de préparation, une année et demie de préparation, on n'était pas capable de garantir une présence massive de la part des spectateurs? Il faut bien remarquer que, évidemment, c'est peut-être le seul point d'ombre qu'on a dû... Qui a tout son sens, malheureusement. Parce que le fait de jouer, si déjà on joue un jour férié et qu'on n'arrive pas à remplir le stade,
Ça veut dire que ce risque d'être compliqué pour les jours où une grande partie de la population sera au travail. Bon, évidemment, le basket n'est pas le sport majeur au Cameroun, mais ça dénote quand même de quelques manquements certains au niveau du marketing, au niveau de la promotion de cette compétition. On espère qu'avec cette victoire, le public de Yaoundé viendra nombreux. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut organiser une telle compétition. Il faudrait qu'on en profite. Alors Bruno, le manquement qu'évoque Steve Gassa autour de l'absence de l'engouement de la part de ses spectateurs, la communication n'a pas été à la hauteur peut-être. Mais moi, je ne dirais pas que c'est un problème de communication, hein, parce que bon, moi, il n'y avait peut-être pas la masse qu'on aurait souhaité, mais le peu de supporters qui étaient au terrain ont quand même manifesté. On a aperçu Ngando Piquet quand il dit que le football... À lui tout seul, il ne représente pas tous les spectateurs. J'ai vu que son groupe était quand même très représenté. Et on sait que Ngando Piquet a un penchant pour le football, mais s'il est venu maintenant pour le basket encore, le basket féminin, je pense quand même que, bon, dans l'évolution de la compétition, il y aura peut-être un peu plus de monde. Quoique le basket, la Fédération camerounaise de basketball pouvait aussi avoir sa mascotte, pas besoin d'aller, entre guillemets, occuper une mascotte qui appartient à notre discipline sportive. Oui, Georges-Henri Mazor. C'est sûr l'analyse qu'il a faite justement par rapport à ce qu'on pourrait assimiler à un désintérêt du public. Il a relevé un facteur qui, à mon sens, aurait dû être complété en ce sens que, certes, c'est un jour férié, mais c'est un jour de fête quand même. Ça peut expliquer que, et on sait où se trouve le palais des sports, en plein cœur du quartier. Et l'ensemble de la population de Yaoundé habite en périphérie, c'est ça? Non. Ah, ok, d'accord. Mais on peut comprendre qu'un jour de fête comme celui-là, les gens aient plus été portés à faire la fête qu'à venir regarder un match basketball. En ce jour de fête, on a envie de dire pour vous, Inch'Allah. Alors, on avance. Attendons de voir. Peut-être qu'à l'occasion des prochaines rencontres, on aura un peu plus de monde. Justement, la prochaine rencontre face au Mali, Arthur, si déjà on a eu les difficultés qu'on a observées pendant cette rencontre face au Mozambique, est-ce que ça ne, entre guillemets, est-ce que ça ne laisse pas augurer d'une petite surprise ou d'une, peut-être pas une défaite sanglante, mais bon, on ne le souhaite pas. Hein. On souhaite véritablement, ça on le dit haut et fort, on souhaite véritablement que le Cameroun aille le plus loin possible, qu'elle obtienne d'ailleurs cette place symbolique, cette place importante pour les Jeux olympiques du côté de Rio. Non, je ne pense pas qu'il faille déjà craindre dès ce soir un match compliqué demain contre le Mali. Chaque match détient sa vérité. Le Mali, c'est, je crois, la 4e nation africaine aujourd'hui. On est le pays organisateur. À un moment donné, vous savez, quand vous êtes pays organisateur, vous vous gonflez d'orgueil aussi à un moment donné. Vous vous dites, peu importe la nation que j'affronte, je vais soulever des montagnes. Je pense elles vont pouvoir analyser dès aujourd'hui. Elles sont déjà rentrées dans la compétition. Il n'y a plus de stress à avoir. Elles vont pouvoir analyser les manquements, surtout l'effort défensif au début de match qui n'a peut-être pas été parfait. Et elles vont pouvoir ajuster. Donc, chaque match détient sa vérité. On verra demain. Alors, si vous rappelez d'une orientation qui est assez souvent, entre guillemets, tabou au niveau du Cameroun, c'est autour des primes des Lions. Le président de l'Africa Basket s'était exprimé là-dessus et avait ouvertement dit que c'était réglé, etc. On espère, vous qui êtes bien sûr proche, on espère qu'il n'y aura pas de surprise au cours de la compétition, des petits couacs à ce niveau, parce que d'habitude, avec nos sélections, malheureusement, on n'est pas heureux de le dire, tout semble bien se passer, mais pendant la compétition, on apprend des choses qui ne font pas honneur à la sélection, honneur au Cameroun. Bon, le président de la fédération s'est exprimé à ce sujet. Pour l'instant, nous ne pouvons croire que ce qu'il nous a dit, et on espère que ce genre de détails ne viendront pas perturber la compétition de nos Lions. Comme vous l'avez dit, on est tous derrière ces Lions-là. Et vu le sérieux quand même qui a été mis dans la préparation de cette compétition, je pense que les mesures adéquates ont été prises pour qu'il n'y ait pas de soucis. Oui, non, mais non, enfin, moi je suis juste un peu choqué parce que chaque fois qu'on est dans le Cameroun, on parle du Cameroun, on parle des sports au Cameroun, on évoque toujours ce problème de prime impayé. Bon, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il faut rassurer, il n'y a pas de problème, c'est juste, on se rassure. Il faut quand même évoquer le sujet parce que je me rappelle, on a plein de précédents. Hein. La dernière fois, c'était au Canada avec les filles au football, avant ça, c'était les Lions, les Camerounais, les hommes. Moi, je voulais seulement dire qu'il faudrait quand même qu'on évolue sur ce problème-là parce que vraiment, il n'y a rien de plus choquant que les gens mouillent le maillot pour leur patrie et à la fin, on dit non, ils n'ont pas perçu des primes. Et puis encore, lorsqu'on entend les montants,
on se dit franchement, c'est pas sérieux. Ce qui peut être dérisoire pour vous, ne l'est pas pour les autres. Alors, on évolue simplement avec une autre actualité autour de la Fédération camerounaise de basketball, avec sa page Internet qui nous a révélé un certain nombre d'informations cette semaine. Je vais demander notamment à notre réalisateur, quand on effectivement en grand format, on observe que la page Internet de l'Africa Basket est tout à l'honneur de l'Afrobasket, de Steve Ngassa, et aussi tout en bas les awards du basketball, qui est une première initiative qui a eu lieu il y a quelques jours. Analyse de cette initiative, Steve Ngassa. C'est une très bonne chose, parce que vous savez qu'au Cameroun, le basket est un sport amateur, quoi qu'on dise. Donc la reconnaissance des performances individuelles et même collectives des joueurs ne peut que galvaniser cette jeunesse qui est amoureuse de ce sport. À défaut d'avoir des primes pécuniaires, au moins la reconnaissance de ses pairs permettrait à cette jeunesse à attirer plus de monde et aussi d'encourager les efforts et reconnaître les efforts qui sont fournis. Mais en termes de, justement, j'insiste sur ce site parce que moi j'ai l'habitude de regarder des sites, notamment des associations camerounaises. C'est franchement, en termes de, je dirais, la maintenance, en termes d'information, etc., c'est assez bien fourni. Est-ce que c'est une volonté de la part de la FECA Basket qu'on en arrive là? Il faut savoir que lorsque on vous attribue le tournoi, il y a un cahier de charge en fait qui vous oblige à avoir. Ah, c'est le cahier de charge qui a fait en sorte que le site soit aussi. Oui, bien entendu, il y a un cahier de charge qui vous oblige à avoir certaines informations en ligne en temps réel. Ouais. Et évidemment, on parle quand même d'une compétition internationale. Ouais. Donc, il était normal que l'on se mette au niveau des standards actuels. D'où la fierté pour, n'est-ce pas, le Cameroun d'accueillir cette compétition. On va passer à une seconde rubrique, tout simplement le Man of the Day de la semaine qui est monté par Brian Wembe. Ce soir, dans votre rubrique Focus, la performance de Gaël Nganamui, auteur une fois de plus d'un doublé exceptionnel. Nicolas Nkoulou retrouve ses sensations face à Lyon le week-end dernier. Le Lorientais Benjamin Moukandiou a inscrit le but de la victoire face à son ancien club, l'AS Monaco. Alors, à vous vote sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Samedi Sport. D'aller sur les pages Facebook, Twitter et YouTube pour pouvoir voter pour votre Man of the Day. On le rappelle, pour la dernière édition, c'était simplement Bouaka Vincent. On espère que cette fois-ci, vous saurez faire le choix approprié. On évolue avec toujours cette actualité autour de l'Afrobasket pour une question qui m'a taraudé l'esprit et je tiens à vous la poser, Steve Ngassa. Est-ce que dans le groupe de cette fédération de basket qui participe à cette compétition, il y a la présence, entre guillemets, d'un homme de médias? Bon, le communicateur officiel de la FECA Basket est un homme de médias, c'est votre collègue Dibita Tongo. Ouais. Donc, c'est lui généralement qui transmet les informations officielles de la FECA Basket. Donc, on peut dire qu'il y en a un, même comme il est quand même un peu plus basé à Douala. Très bien. Est-ce que ça devient un cumulat du fait? Cumulat dans ce sens que, comme il exerce une autre fonction, et ça ne vous pose pas de problème que... Non? Ça aurait pu être mieux. On aurait pu en avoir un dédié, effectivement, comme représentant de la presse au sein de la sélection. Non, mais la question n'est pas forcément que ce soit la presse, mais qu'il y ait une personne qui, entre guillemets, s'occupe de la communication de cette fédération. Je parle de l'Africa Basket parce que c'est le sujet. Ça aurait pu être le football, le tennis, que sais-je encore. L'idée est de dire que le téléspectateur, ou le Camerounais lambda, ou qui que ce soit d'ailleurs, a une envie de savoir comment ça se passe au sein de la sélection, comment les joueuses vivent. Sur peut-être un mois, sur 2 mois, sur 1 an. Bon. Et faire un petit truc sympa autour de cela. Ça aussi, c'est intéressant pour les téléspectateurs. Bon, à ce niveau-là, généralement, ce sont des ententes entre les médias et la fédération. Par exemple, Samedi Sport peut rencontrer le communicateur de la Fédé et demander d'intégrer un de ses journalistes pendant la dernière semaine avant la compétition. On l'a eu à un moment donné avec l'équipe des Lions, dans la tanière. Oui, effectivement, avec Stéphane Kamga. Ouais. Donc, en fait, ce seront plus des initiatives des médias qui font un partenariat gagnant-gagnant avec la fédération
et peuvent avoir accès dans les vestiaires, à l'hôtel, lors des entraînements, etc. Évidemment, ça permet aussi de vulgariser encore plus le basket. Très bien, on va donc évoluer simplement parce qu'on va diffuser un documentaire exclusif qui a été, entre guillemets, produit par le groupe Canal avec la collaboration de la Fédération de basketball française. Le but pour nous est justement de vous révéler l'esprit de ce que j'attends, enfin, de ce que les téléspectateurs peuvent attendre, de l'ambiance au sein d'un groupe, que ce soit le football, le basket. Je vous prie de bien vous la suivre, messieurs et dames. J'ai la balle. Ah oui, de Colo, superstar de cette première. Tu repenses justement à tous ces moments, tous les hauts, tous les bas. Je ne changerais pour rien au monde, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qui rend l'histoire encore plus belle. J'avais qu'une crainte, c'était qu'un jour, la génération de Tony et de Boris arrête sans avoir été sacré. Et c'est parce qu'en junior, en 2000, on gagne, il y a cette flamme qui s'est créée et que je m'étais promis à moi-même que j'essayais de rapporter le premier titre au basket français. On s'est dit, bon, mais dans 10 ans, on se retrouve tous en équipe nationale. Écoutez le brancard, vivez ça avec nous. Tony Parker avec son petit tir drop. Qui est tombé des étoiles. Vous vous rappelez le bruit qu'il faisait quand on est rentré? Ouais, bien sûr. Surtout, c'est que les Serbes, c'est le berceau du basket européen, quoi. C'était la référence. Des sabots Monténégrin, mais il va les jouer quand même, Tony, il va les jouer et il marque. Tout le monde disait qu'on allait perdre. Ziao qui pénètre pour un bon shoot de Michael, j'ai la balle. Extraordinaire. C'est ce qui a lancé cette génération. Passe c'est pas possible, combien de fois là? C'est gagné. C'est pas possible. C'est inimaginable. On a raté notre demi-finale. Balle perdue sur la remise en jeu des Français. C'est très dur à avaler. La plus grosse défaite que j'ai eue en équipe de France. Gagner ce match sur un dernier shoot à 3 points. Dizis pour le shoot de Diamantinis. On a fait un grand pas en arrière en 2007 où on perd ce quart contre la Russie et après on termine 8e. On n'a pas réussi à ressaisir la barre derrière. C'est le plus gros cauchemar de l'histoire du basket français que l'on vient de vivre. On descend au plus bas que le basket français soit redescendu. C'est vrai qu'il y a eu une période là où tu te dis, bon, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu vas réussir? Pour moi, quand je suis arrivé en 2009, j'ai tout de suite compris que voilà, c'est bien mon coco, t'arrives, mais c'est pas là pour t'amuser. Ouais, c'est une discipline à voir si tu veux gagner, c'est tout. J'étais impressionné quand même, parce que me dire j'ai enfin joué avec vous. Parce qu'on nous dit souvent que c'est parce qu'on inculque ces règles, etc. Mais il faut aussi les gens en face pour y adhérer. Contrairement à des générations passées, ce sont des générations qui sont liées d'amitié. Chaque fois que quelqu'un vient en équipe de France, on essaie de faire en sorte qu'il soit le mieux possible. Ah. Un qui m'avait particulièrement fait rire, c'était Yacouba. Il avait fait tout à l'entraînement. Il a des cuisses comme ça. Rudy, parce qu'il a dû chanter, son propre anniversaire. C'est vrai. En public. Il s'est souhaité son propre anniversaire. J'ai vraiment eu de la chance. En plus, j'étais aux Apodiels, j'ai pas fait de vélo. Mais il avait les locks, on avait un peu peur. Donc... On va dire Boris Dio fait en sorte qu'il y ait une très très bonne vie de groupe et que ça n'a pas d'écart. C'est pour ça qu'on l'appelle Robocop. Ça changerait que le joueur soit dans le championnat de France, un championnat espagnol, qui joue en NBA. À partir du moment où on arrive et qu'on est rookie en équipe de France, on est sur un pied d'égalité. Et c'est marrant comment tout le monde rigole, tout le monde s'entend bien. Le soir, après, on va faire un mafia et tout le monde veut jouer. Tu sais, il n'y a pas de petits groupes ou quoi que ce soit, on est toujours tous ensemble. Pas dire que tout est rose tous les jours. Hein. Il y a des moments où on se prend la tête sur le terrain, mais on sait que c'est pour une bonne raison, quoi. Mais celui qui te chambre, tu sais même pas qui t'a chambré. Ah oui, toi t'es... Parce qu'en plus tu l'entends pas. Il va sortir une phrase, il va te... Il y a juste le mec qui est à côté qui l'a entendu. C'est parce que je vous aime bien, sinon je le ferai pas. Attention! On avait commencé avec les barrages en 2009, on a tout cassé d'entrée. C'est l'arrivée aussi de Vincent Collet en 2009. On parlait de Tony Parker. Voilà, j'étais comme tout le monde, j'étais coach, mais j'étais aussi fan avant, donc c'est un rapport qui est un peu particulier. Nando de Colo à 3 points. Oh oui, Nando! La vitesse de Nando. Nando qui marque! La France efface 30 ans d'affront et d'humiliation. Et la Russie, ça a été un récital. Nico Batum, il est pas c'était beau, mon garçon! Tony Parker face à Schwed. Tony Parker. Cet homme est un génie! La France est en finale du championnat d'Europe pour la première fois de son histoire. Heureusement, on joue l'Espagne. Oh, la faute énorme! C'est un scandale. Il tombe sur la tête, c'est ça le problème. C'est terminé sur la victoire de l'Espagne. C'est pas facile, il y a des fois
sacrifié nos vies de famille, nous aussi. Donc vraiment, c'est l'amour de ce maillot qui nous pousse chaque été à venir, quoi. Ils pourraient passer des vacances de rêve pendant plusieurs mois dans des endroits de rêve et eux, ils prennent l'option de souffrir. Tout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant. Pas comme ça là. Là on se fait défoncer là. Il a su trouver les bons mots au bon moment. Et son fameux coup de gueule qui est devenu légendaire dans le vestiaire et là on repart et... On fait peut-être en deuxième mi-temps la meilleure mi-temps de l'histoire du basket français. Pietrus à 3 points. Et oui, Flo! Le shot à 3 points de Tony Bachelot! Et la France est en finale! Batum qui prend le shoot, compliqué ce shoot, exceptionnel shoot! Qui prend le shoot! Ah, on est champion d'Europe! D'être les premiers à faire quelque chose dans son pays, dans un sport, c'est génial. À jamais, quand tu demanderas à quelle équipe a gagné le premier titre, ce sera toujours notre équipe. La chance exceptionnelle que l'on a, c'est que ces joueurs-là, ils font toujours référence à ceux qui les ont mis dans le système. Et donc on revient toujours pareil au centre fédéral, à l'INSEP. Les choses sont claires, c'est pas un tremplin l'équipe de France. Si tu viens en équipe de France, c'est pour apporter quelque chose et pour aider l'équipe de France à être meilleure et pas le contraire. C'est plus aux anciens de calmer les jeunes. C'est des jeunes super motivés, mais avec un respect pour les anciens. Il n'y a rien à dire. Il faut des soldats qui acceptent d'avoir un rôle un peu moins flashy, mais c'est souvent ces joueurs-là qui font la différence et qui permettent justement aussi aux généraux de jouer leur rôle. Donc là, on rencontre nos meilleurs amis, les Espagnols à Madrid, qui ont une équipe de foot. Il ne fallait pas trop regarder à gauche et à droite, il fallait foncer. Thomas Hurtel. Oh, c'est gonflé. Médaillé de bronze, la première médaille en championnat du monde de son histoire. Qui, il y a 15 ans, aurait imaginé qu'on aurait autant de joueurs NBA, qu'on aurait des titres NBA, des sacres de meilleurs joueurs NBA. Bon, personne n'y imaginait et l'ont fait. Boris Dio, capitaine de l'équipe de France, l'image un peu de cette génération. Tony Parker, le petit prince du basket, l'homme en or. Michael Gelabal a joué à Madrid, il est depuis le début avec notre génération. Nando De Colo, il est en NBA, alias le fantôme. Nicolas Batum, alias Batman, champion d'Europe junior, champion d'Europe 2013. Florent Pietrus, l'âme de cette équipe. La victoire en 2013, elle n'a pas ralenti notre appétit de victoire, elle l'a accéléré. C'est une famille, quoi. Donc quand tu aimes ta famille, tu te bats pour ta famille. Ça fait longtemps qu'on en rêve et qu'on en parle d'une compétition à domicile. Parce que maintenant c'est nous l'équipe haute, c'est nous l'équipe à la maison que tout le monde veut taper. Ça peut être historique ce qu'on va faire. J'apprécie vraiment parce que je sais dans ma tête que c'est mon dernier championnat d'Europe. De savoir que c'est notre dernier, ça va nous donner la motivation. L'équipe de cette année, par exemple, c'est certainement la meilleure équipe peut-être dans ma carrière que je vais coacher. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi toujours voulu avoir une compétition internationale à la maison, avec la proximité du public et qu'on puisse gagner ça en fait tous ensemble, tout simplement. Alors la grande question de l'extrait de ce documentaire consacré sur les 10 dernières années de l'équipe de France est de savoir pourquoi nous, au Cameroun, on n'est pas capable, alors qu'on a des hommes, on a les ressources nécessaires, il y a les compétences, on n'est pas capable d'offrir un tel documentaire concernant chaque discipline sportive au Cameroun sur une certaine période. J'en profite avec vous, Steve Dassa, comme vous êtes si proche de cette fédération camerounaise de basketball, d'y songer assez sérieusement. Non, moi je pense que vous venez de... Déjà, nous, au niveau de Canal 2, avec nos envoyés spéciaux là-bas, notamment Alex Lembe et Mirabo Mahop, on compte sur eux pour pouvoir nous procurer un documentaire de cette auteur. Non, je pense que la FECA Basket et le basket en général au Cameroun a besoin d'une certaine visibilité. Donc la présence du maximum de médias autour de ce sport ne pourra être qu'un plus. Et à ce niveau-là, je pense que les membres de la fédération sont vraiment très ouverts. Très bien. Cet extrait nous a ouvert les portes, n'est-ce pas, de l'Eurobasket. Il vient de ce dernier qui a vu la victoire de l'Espagne, et notamment d'un homme qui sort du commun, un extraterrestre, c'est le moins que l'on puisse dire, concernant Pau Gasol, qui a été exceptionnel. Alors, Arthur, avec vous sur le cas Gasol, comme on voit avec la presse espagnole qui a été dithyrambique, marquée par l'Eternos par rapport à la performance de l'Espagne, Sport, le quotidien catalan, pas le Campion. Et on voit aussi le Principe Philippe qui est devenu roi d'Espagne. Et cette actualité, décidément, la presse espagnole avait raison d'en arriver là.
Oui, bon, alors il faut déjà savoir que Pau Gasol, la star espagnole, moi je pense que Pau Gasol vit une deuxième jeunesse. Si vous regardez bien, il y a 2 saisons, Pau Gasol végétait dans son équipe des Lakers. Il a été transféré à Chicago et vraiment, au cours de la dernière année, Pau Gasol, c'est vraiment c'est une vraie renaissance. Là, pour cet Eurobasket, l'Espagne et Pau Gasol étaient en mission. Ils étaient en mission parce que l'Eurobasket se passait en France. La France est le pays qui a éliminé l'Espagne à la dernière compétition internationale de basket en Espagne. Et donc, Pau et toute son équipe ont décidé que c'était le tournoi de leur vie. Ils ont vraiment mis tous les ingrédients pour et il a vraiment réalisé une très très grosse performance à 34 ans. C'est assez exceptionnel. Alors, ils en avaient laissé après la France. On peut observer qu'il y avait pas mal d'absences, hein, notamment le frère de Pau, Marc Gasol. Il y avait aussi Ricky Rubio qui n'y était pas. Navarro également qui n'était pas. Bref, des joueurs qui ont des rôles majeurs dans le groupe espagnol. Mais cela permet aussi de voir la naissance de nouveaux joueurs espagnols qui aujourd'hui ont supporté cette sélection espagnole. Oui, c'est sûr que c'est ces absences-là qui font de cette performance qu'elle soit encore plus exceptionnelle. Parce que l'Espagne aurait été au complet, ils auraient été vus comme des favoris. Mais avec pratiquement la moitié de l'équipe absente, pas grand monde ne prévoyait que l'Espagne allait arriver au bout de cette compétition comme vainqueur. L'Espagne a un vivier de jeunes joueurs. Et on voit déjà la relève commencer à pousser pour prendre la place des anciens comme Navarro. Il y a Yul qui a été une véritable révélation, Sergio Lopez aussi. Sergio Lopez, énorme. Qui ne fait que confirmer. Il a quand même été élu le meilleur meneur du dernier Euroleague. Donc l'Espagne a un véritable vivier. Contrairement par exemple à la France où... Ibaka aussi n'était pas là en passant. Ibaka n'était pas là. Il était blessé. Il était blessé. Mais il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne Ibaka, la sélection n'a droit qu'à un seul étranger. Et c'est Mirotic qui a été choisi par le coach. Donc on verra pour les Jeux Olympiques, ce sera un choix très difficile que le coach devra faire. Mais bon, ça, surtout que malheureusement Ibaka n'est pas au top de sa forme. Mais comme on dit, il est blessé, je veux dire. C'est des problèmes de riches. C'est-à-dire c'est mieux d'avoir du mal à choisir entre la Bentley et la Ferrari que de savoir. Donc ils ne vont pas se plaindre. Très bien. Je vais quand même dire quelque chose. Oui, Bruno. Peut-être que le fait qu'il y ait tous ces absents, c'est ce qui a fait peut-être que Paul Gasol s'est conduit en patron. Il a pris ses responsabilités comme quelqu'un dirait. Comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a quand même vu la demi-finale avec la France où ils ont battu à 80 et il a marqué 40 points à lui tout seul. Il faut quand même le reconnaître qu'il s'est conduit en leader. Je pense qu'il est venu à cette compétition avec un seul but, c'est de la rapporter. 40 points contre la France, c'était énormissime, grandiose, phénoménal. Arthur Dorwanel, cette performance, c'est comme dit Georges dit, c'est un monstre. Oui, on a tous regardé le match et on était tous bluffés par sa performance. Je pense qu'il y a aussi eu pas mal d'expérience de la part de Pau Gasol. Il a 34 ans, il est habitué il a joué des finales NBA. Derrière, en défense, il avait Rudy Gobert qui est quand même encore tendre, jeune, qui est très athlétique, mais qui peut être jeune. L'Auvergne. Qui n'a pas su le contenir. Hein. Non, de temps en temps, c'était aussi. Boris Diaw vient aussi dans ton renfort, mais c'était toujours pas ça. Hein. Oui, mais je pense que la défense qu'ils ont essayé d'avoir, finalement, bon, on a vu le résultat n'était pas forcément la meilleure. Donc, il a été extrêmement. Il y a eu du genre d'isolation sur lui. Il a su provoquer des fautes. Il faut voir que lorsqu'ils étaient menés de 11 points presque à la fin du match, Pau Gasol ramène l'Espagne à coup de lancer franc. Lancer franc par lancer franc. Point par point, il les ramène avec une adresse exceptionnelle au lancer franc. Si vous regardez aussi les lancers francs que les Français ont tiré, l'adresse, surtout en fin de match, n'était pas exceptionnelle. Oui, Georges Kimazov qui... Oui, juste pour apporter un petit détail, que peut-être les autres semblent oublier, mais non pas qu'ils ne le sachent pas, c'est que l'esprit avec lequel les Espagnols sont venus jouer cet Eurobasket ne pouvait que les amener à la victoire finale, c'est-à-dire l'esprit revanchard. Ils s'étaient fait éliminer par la France alors qu'ils étaient organisateurs et que d'ailleurs, on l'a suivi, Pau Gasol qui l'a dit, qui l'a martelé lorsqu'il fallait affronter la France. Nous sommes venus pour ça. C'est-à-dire, nous sommes venus les éliminer. Peut-être même que s'ils n'avaient pas remporté... c'est moins grave, peut-être. Le plus important pour eux, c'était de rendre à la France la monnaie de... Des compétiteurs amenés, ça c'est ce qu'on a. Mais par rapport aux 40 points quand même... moi, je pense que le coach français, Vincent Collet, doit en prendre la responsabilité. Parce qu'un joueur, à lui tout seul, ne peut pas vous battre de la même façon. Pendant le 4e quart-temps,
tout ce que l'Espagne faisait, c'était écarter, donner la balle à Paul Gasol. À un moment donné, vous savez, le basket, c'est un jeu de match-up. Vous avez un joueur qui est plus fort, il aurait dû tenter quelque chose. Oh, mais Arthur évoque les prises à deux. J'ai bien envie de lui dire que lorsqu'il y a prise à deux, on va décaler au joueur qui est tout seul. Il fallait prendre le risque. Oui, mais quand vous avez un joueur qui marque 40 points, c'est-à-dire la moitié des points de son équipe, même en NBA, même les meilleurs joueurs en NBA, LeBron James, Curry, ne le font pas. Parce qu'à un moment donné, il faut obliger... À votre avis, c'était pas parce que Gasol est trop fort ou bien peut-être parce que la France n'était pas à la hauteur? Non, LeBron James est trop fort. Mais ça n'empêche pas que l'on met des scénarios défensifs pour pouvoir le limiter. On ne pourra pas empêcher qu'il marque, mais on peut réussir à le limiter à 25 points. Parce que la moyenne de points de Gasol sur la compétition tourne à peu près à 22-23. Donc 40 points quand même, je pense que le coach a failli à ce niveau. Vous parliez de la rencontre de Gasol, justement face à la France. On va en profiter pour suivre le highlight de cette rencontre. How high is his confidence? Hi, my name is Pau Gasol. Watch Samedi Sport on Canal 2. Très sympa pour Gasol, que nous allons d'ailleurs retrouver du côté de Toronto pour le NBA All-Star Game pour la saison prochaine. Alors, Steve Gassa, on a vu la facilité de pénétration de Paul Gasol avec l'Espagne, notamment face à la France, comme vous l'avez si bien dit tantôt également Arthur, Bruno, et bien sûr Georges Rim, Azom. Tout tournait autour de Paul Gasol. Oui, bon, il ne faut pas oublier non plus que malheureusement, le deuxième pivot français, Alexis Adjensa, s'est blessé quelques semaines avant la compétition. Et je pense qu'il aurait pu gêner un petit peu mieux Paul Gasol que l'Auvergne ou que Michael Pietrus, qui sont quand même, il faut le reconnaître, beaucoup plus petits que Gasol. Et n'oublions pas que Gasol a quand même été l'un des meilleurs pivots de ces 10 dernières années. Il y a eu effectivement une petite chute dans ses performances lorsqu'il était on parle de lui comme étant le meilleur basketteur espagnol de tous les temps. Et aujourd'hui, avec les performances qu'il a, peut-être d'Europe. Peut-être. Oui, moi, ce que je pourrais dire, c'est inévitablement le meilleur basketteur de tous les temps au niveau de l'Europe. Hein, parce qu'on a des statistiques sur lui. Hein. L'Espagne a gagné la Coupe du Monde en 2006, si je me trompe. Il est sorti meilleur joueur de ce tournoi. Plusieurs fois, oui. Ils ont gagné déjà les 2 derniers euros avant, en 2011 et en 2009. Peut-être en 2013, ils n'ont pas gagné, mais il est sorti meilleur joueur, MVP de la saison. Ouais. Gasol est entré en NBA en 2001 en tant que 3e draft. L'année qui a suivi, il était rookie de l'année, rookie meilleur débutant. En fait. Je pense quand même que lorsqu'on regarde les stats individuels de cette personne, il est vraiment énorme pour Gasol. Mais sur cette question, Steve Gassa semble, avant qu'on revienne à vous, Arthur, Steve Gassa semble être dubitatif. Hein. Oui, parce que bon, c'est clair que c'est difficile de pouvoir comparer des joueurs de différentes époques. Mais il y a un joueur comme Arvydas Sabonis qui a dominé, qui a vraiment dominé l'Europe et qui est même allé en NBA vraiment en fin de carrière, qui a été appelé pendant très longtemps, mais qui ne voulait pas traverser. La particularité de Gasol, c'est quand même c'est le fait que tout de même à son poste à NBA, je pense que c'est le meilleur à son poste à NBA. Oui, mais Sabonis, comme je vous le dis, il est venu. Il est à l'époque. Sabonis était à l'époque de Olajuwon, Mutombo, Erwin, Dennis Patrick Ewing, c'était difficile, ça se discutait. Tandis que Gasol à son poste 5 à NBA actuellement, pas simplement actuellement, depuis quelques années, c'est quand même le numéro 1. Je pense que ça ne se discute pas. Si. Ça se discute. Non, je suis d'accord avec Steve, ça se discute. D'accord. C'est vrai que c'est difficile de comparer les époques. Arvydas Sabonis, vous avez oublié Vlade Divac. Vous avez oublié des joueurs comme Petrovic, comme Drazen Petrovic, qui est de Croate, comme Toni Kukoc, qui étaient des joueurs extraordinaires. Et lorsque tu as parlé de draft, Bruno, c'est à une époque où les étrangers ne venaient pas facilement en NBA. C'était pas évident, ouais. Toni Kukoc s'est fait drafter en 92, il est arrivé en 95. À l'époque, c'était déjà des révolutions de les voir arriver en NBA. Mais au niveau de l'Europe, c'est des joueurs extraordinaires. Aujourd'hui, on a la chance que ces compétitions soient extrêmement médiatisées. On vit à l'époque actuelle avec Pau Gasol ça ne lui enlève rien. On a eu Dirk Nowitzki qui vient de prendre sa retraite. Retraite. Vous avez eu les Detlef Schrempf à l'époque qui étaient des phénoménaux. C'est des joueurs très très forts. C'est une génération, la génération espagnole actuelle, certes peut-être finissante avec les Navarro, les 2 frères Gasol, est vraiment exceptionnelle, mais il y a eu de très grands Serbes croates à l'époque qui étaient tout aussi bons. Très bien, on va sortir de ce sujet pour bien sûr s'intéresser à un tout autre sujet autour du football, notamment les performances d'Aboubacar Vincent, la star de la sélection camerounaise actuellement, qui brille de mille feux du côté de l'Europe. Avant cela, la Ligue 1 s'est terminée, bien sûr.
on vous offre le top 5 des meilleurs buts qui ont été diffusés sur les antennes de Canal 2 en exclusivité. Put the ball, to really do a lot of passes and spectacular dribbling, and that's it. We're just talking about it and they came. And that's a beautiful center. Oh, that's a whoa! What a goal! What an impeccable one there! Beautiful shot. Just a little right-footed shot that made every difference. And definitely that was Foswo Kouyaté Fabrice, who is the best goal scorer of this championship. Number 9 goals scored in the League One Championship. This is what we're talking about. Ashraf Douala gains confidence in the Bipanda Misport Arena. Ils l'ont surnommé la gâchette et il mérite bien. Foswo Kouyaté Fabrice qui vient donc de prendre une option très importante pour les Brésiliens de Bipanda. Qui l'aurait cru? Coton Sport mené, alors que là on peut revoir le ralenti avec un Mikabon qui nous a gratifié d'une très belle palette de passement de jambes et le centre au premier poteau, la vigilance du renard de surface, Foswo qui met le ballon dans le petit filet. Beautiful. Pour son dernier ballon, l'appel de Bondi qui va aller tout seul sur le côté gauche. Attention, le joli geste technique, la passe cette fois sur le côté droit. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il va passer par l'intérieur, l'enrouler et c'est le but. And that's the second goal. That's the killer goal for Union Sportive of Douala at 4 minutes to the end of regular play time. Goal scored by Chris Bondi, who replaced Atemenge Junior deep into the second half. C'est Nguéa, je pense bien, qui fixe le ballon. Extérieur, intérieur, le joueur est au champ. L'enroulé de la patte gauche et le ballon. Mama Sabo who was not for that one there. Mama Sabo goes right up front for Baba Basse. Watch out for this one. He is dangerous. And this is a goal. Goal! Stop pour dangereux. Attention, la frappe bien enroulée. Le but. Il s'appelle Samuel Leng. 12e match, 12e but, égalité, un but partout. Samuel Leng, who has gone and experienced some Daga Young Stars before DAC 2000 and before coming to Union Sportive of Douala. What a fabulous crossover, what a fabulous free kick, left-footed one from about 19 meters. Look at it, he takes his time, boom, it goes there, nobody touches it, and he hits the metalwork before getting it. Attention, le petit corner, le coup franc sur le côté de la droite vers la gauche, il a tiré au ras du sol, c'est renvoyé. La bagarre et le duel remporté par Otia. Attention, la balle qui traîne, la demi-volée. Goal! Le but de l'année en direct sur vos petits écrans. Mesdames, messieurs, je vous l'avais dit, il n'y a pas de match à domicile sans but pour Botafogo. Ça fait 1-0. What a beautiful goal from Gombe Benge. Spectacular. Worthy of Botafogo's style of play. Botafogo in Brazil like here. This is the finest of football on the green pitch of the Douala Misport Stadium. Watch this. A beautiful cross over there. Counted by the defense line, but not last goal therefore. That's the last one. No, not last for Botafogo. Beautiful header by Otia. He goes back into close to the 60-meter box. Beautiful one there. Another header set back by the defense. Placed in perfect position. What a spectacular shot. What a spectacular shot. Gombe Benge. Bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir à tout ton panel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Alors la Ligue 1 est fut belle cette saison. Quand on voit les buts de Gombe Benge qui a quand même été le numéro 1 de ce classement, ça fait honneur à ce championnat. Ouais, la Ligue 1 fut très belle. On va dire que depuis l'arrivée de la Ligue de football professionnel du Cameroun, c'était une très belle saison. On parle de Gombe Benge, on a pu apercevoir son but qui est classé
ici comme l'un des plus, sinon le premier et le plus beau but de la saison en Ligue 1. Mais malheureusement, on n'a pas cette catégorie-là parmi les différentes catégories au niveau des awards de la Ligue de football professionnel. Et encore que ce garçon ne figure même pas dans la liste dans aucune des catégories en fait en liste pour la soirée des awards, et même pas dans la liste des 37 présélectionnés pour la liste des A' du coach François Iya, qui iront disputer très bientôt des rencontres. On se demande bien comment ce garçon ne fait pas partie de cette liste-là. Et on a un phénomène, celui que moi j'ai appelé le facteur X, Union de Douala, Len Samuel, qui marque quasiment 12 buts sur les 12 derniers matchs de championnat. Il n'est nominé dans aucune catégorie, il ne fait même pas partie de ces catégories-là. Heureusement, lui, par rapport à Ngombe Mbengue, il a au moins la chance d'être présélectionné dans la liste des 37 A' de François Iya. Très bien. En termes de joueurs justement qui, eux, s'illustrent plutôt bien du côté de l'Europe, on va évoquer le deuxième sujet de cette édition, tout simplement le phénoménal Aboubakar Vincent, qui est en train de briller de mille feux, comme l'a dit si bien tantôt. Alors, avec vous, une fois de plus, on reste avec vous, Fondifo, les performances de Aboubakar Vincent. Comment justifiez-vous le fait qu'il soit, entre guillemets, à ce niveau de performance? Vincent Aboubakar, autant pour moi, est à ce niveau parce que le garçon est en train de se libérer psychologiquement, il est un peu libéré, il n'a plus cette pression-là. On sait, ce garçon arrivé il y a quelque temps du côté du FC Porto était deuxième derrière Jackson Martinez. Jackson Martinez qui est parti du côté de l'Atlético Madrid a donc laissé la place libre de titulaire à Vincent Aboubakar. Aujourd'hui, le garçon il pète la forme, il marque but sur but. En dehors de marquer, il est passeur décisif. Il y a quelques années de cela, quand le garçon partait de la France, c'était pas trop ça, même si avec Valenciennes, pour 80 matchs, il avait marqué moins de 30 buts, je crois. Et avec le FC Lorient, en une saison, 38 matchs, il avait réussi à filer 17 buts. Et il était troisième meilleur buteur derrière des extraterrestres du championnat français que sont Ibrahimovic et Edinson Cavani. Aujourd'hui, ce garçon est à 38 matchs, je crois, avec le FC Porto et 24 buts. C'est dit qu'il est en train d'évoluer. Aujourd'hui, il se retrouve aussi à 38 matchs avec la sélection nationale et déjà 10 buts. Je pense qu'avec le temps à venir, il sera peut-être ce Samuel Eto'o-Prime au bis là que les Camerounais ont tant attendu. Juste qu'un petit rectificatif, Aboubakar Vincent, c'est pas 38 matchs avec FC Porto, sans doute avec Lorient, pas Porto. Je pense que dans la précipitation de vos propos, c'est allé un peu plus. Alors, Georges Rib, Azom, le cas Aboubakar qui est en train de s'installer, bon, c'est vrai que le parcours du côté de Lorient aujourd'hui à Porto, la première saison, on a tous pensé qu'avec Jackson Martinez, ça aurait été très très compliqué. Bon, il a su faire face. À chaque fois qu'il entrait, il faisait la diff, comme on dit d'habitude. On voit aussi la confiance que lui accorde Lopetegui, l'ex-international espagnol, qui est aujourd'hui l'entraîneur du FC Porto. Aboubakar Vincent qui lui rend la monnaie, enfin, qui lui rend la confiance que Lopetegui lui a accordée. Et surtout qu'au touche, il a quand même de la concurrence. Il y a la présence de l'Italien, l'international italien Osvaldo. Je fais partie de ceux-là quand même qui sont agréablement surpris d'observer que Aboubakar Vincent, malgré tout cela, est présent sur le terrain. Un club comme Porto n'achète pas un joueur de la trempe de Vincent Aboubakar s'il n'a pas confiance en lui, s'il ne pense pas qu'il peut être à la hauteur des attentes qui sont placées en lui. Vincent Aboubakar est pratiquement sur la lancée de sa dernière année à Lorient, où il finit comme il a si bien rappelé. Parmi les meilleurs buteurs, oui. Troisième meilleur buteur du championnat. Je veux m'arrêter sur les statistiques de cette année. C'est 6 matchs en championnat joués, 6 buts. Un match en Champions League pour 2 buts. Et avec autant de passes. 2 passes décisives en championnat. 2 passes décisives en championnat. Ce sont des statistiques qui plaident largement en sa faveur. Souvenez-vous, l'année dernière, malgré la concurrence de Jackson Martinez, chaque fois, ou du moins assez régulièrement, lorsque vous dites 6 matchs en championnat, si vous parlez de 6 matchs confondus, toute compétition confondue. Parce qu'en championnat, c'est 4 buts, et en Ligue des Champions, c'est 2 buts. Très bien, je vous en prie. 6 matchs joués, 6 buts inscrits. Ça veut dire un ratio... Un but par match. Un but par match, 100%. Et ça justifie qu'il mérite la confiance que le coach a placée en lui. Je disais avant que vous ne me coupiez, Nono, que même l'année dernière, malgré la concurrence de Jackson Martinez, chaque fois que la chance lui était donnée de s'exprimer, assez régulièrement, il enfilait des buts. C'est la raison pour laquelle je pense que, malgré le départ de Martinez, que du côté de Porto, on n'ait pas pensé à chercher un autre attaquant parce qu'on s'est dit qu'on en avait sous la main
à qui on pouvait faire confiance et il justifie pleinement la confiance qui a été faite. Oui, vous savez, moi, Vincent Aboubakar, vraiment, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que c'est un jeune dont je suis la carrière depuis. Moi, je l'ai découvert en 2010 lorsqu'il prenait sa première sélection avec le Cameroun et tout ça. Je l'ai suivi à Valenciennes, mais surtout à Lorient parce qu'effectivement, il avait marqué à peu près 16 buts dans la saison. Il était co-meilleur deuxième meilleur buteur au même niveau que Edison Cavani. Mais Vincent Aboubakar, aujourd'hui, ça ne me surprend pas parce que c'est les potentiels futurs ballons d'or africains, bien sûr, au même rang qu'André Ayou ou encore bien Aubameyang du côté de Dortmund. C'est un joueur qui est très à l'aise, balle au pied, il a une frappe vraiment très très précise. Lucas qui est très au jeu ces derniers jours le concernant. Il dit que c'est un joueur d'avenir pour le FC Porto. Exactement, c'est vraiment le joueur d'avenir parce que ce qui s'est passé, au-delà du fait qu'il y avait une grosse rivalité avec le départ de Jackson, lors du transfert de Vincent Aboubakar, il s'est passé un petit problème quand même, qui n'a jamais été réellement révélé au niveau de la presse, je ne sais pas pourquoi. Vincent Aboubakar a été transféré pour un montant de 10 millions au départ, mais il s'est avéré lors de la visite médicale un petit souci qu'on ne nous a pas relevé. Et le transfert s'est finalement terminé à 3 millions. Tout ce micmac-là a peut-être contribué au fait qu'il se retrouve un peu frustré et tout ça. C'est ce qui a fait que bon, la saison ne s'est pas très bien déroulée l'année dernière. Mais cette fois-ci, il a pris confiance. Il est aujourd'hui le patron de l'attaque au niveau du FC Porto. S'il termine la saison avec 20, 30, 40 buts, je pense bien qu'il pourra aller en Espagne ou encore bien en Angleterre. Alors, avec de telles statistiques, il pourrait à la fin de saison se retrouver justement avec... en Espagne, dans des grands clubs comme le Barça. On le lui souhaite vivement. Alors, avec vous, Franck Difo, le cas Aboubakar, on y reste parce que les performances en sélection, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui tire quand même la sélection vers le haut. Il est assez décisif, c'est lors des dernières rencontres avec le Cameroun. Aujourd'hui, semble être l'homme qu'il fallait à la pointe de l'attaque du Cameroun, même si à un moment on a assez tergiversé autour de sa titularisation. Assez décisif n'est pas le mot, il est le monsieur 80% des victoires. On pourrait même dire 100% si on s'arrêtait juste au niveau des buts marqués. C'est 2 matchs en campagne de qualification et 2 buts effectivement, comme le dit Rim, c'est 2 matchs pour 2 buts. Un but qui sauve quasiment l'image du Cameroun face à la Mauritanie à la 90e minute à Yaoundé. Un autre but contre la Gambie à la 64e minute de jeu, je crois. Voilà les 2 buts qui donnent la première place du groupe aujourd'hui au Cameroun dans ces éliminatoires pour la CAN 2017. Mais je pense que Vincent Aboubakar, certes, a de très belles performances. C'est quelqu'un qu'on ne voyait pas trop pour beaucoup de Camerounais et qu'au jour d'aujourd'hui même, beaucoup de Camerounais, le Camerounais lambda de la rue n'apprécie véritablement pas. Pour ma part, c'est pour la simple raison que ce garçon, sur le terrain ou même en dehors, a l'air un peu effacé, timide. Il n'est pas jet set comme les Cristiano Ronaldo, les Samuel Eto'o. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'apprécie pas trop ce garçon. Pourtant, c'est un garçon qui, sur l'aire de jeu, est très talentueux et pourra être effectivement cet homme-là qu'il fallait à la pointe de l'attaque. Justement, vous parlez de Samuel Eto'o. On a voulu faire, entre guillemets, une légère comparaison par rapport aux performances d'Aboubacar à son âge et celle de Samuel Eto'o, même âge, bien sûr. On va débuter avec le cas à Vincent Aboubakar, que vous allez voir juste paraître à l'image. À 23 ans, Vincent Aboubakar a inscrit 122 matchs en club, il a inscrit 30 buts en club. Le cas Samuel Eto'o, qui juste après, qui à 23 ans également, il était à Majorque, avait 166 matchs joués et 57 buts. On a un ratio quand même assez significatif. Et sur la durée, c'est aussi cela qui justifie le fait que Samuel Eto'o est resté malgré tout le joueur que l'on sait. Bon, Samuel Eto'o, il va de soi que c'est un grand attaquant. Cela s'est vu depuis ses débuts à Majorque. Vincent Aboubakar, c'est vrai qu'au départ à Valenciennes, quand il part du Coton Sport de Garoua, déjà même dans le championnat local, c'est vrai que c'est un championnat qui n'était déjà pas à son époque au Coton Football Club. Aujourd'hui, sa nouvelle appellation n'était pas très médiatisée. On n'entendait pas beaucoup parler de ce garçon. Mais bon, il est arrivé à Valenciennes, il a essayé autant que faire se peut, se frayer un chemin. Et je pense qu'il est en train de trouver ce chemin-là. Il a eu des difficultés. Et Samuel Eto'o a très longtemps été titulaire de son jeune âge, ce que Vincent Aboubakar n'a pas été de ses débuts à Valenciennes ou encore du côté de vous dites Samuel Eto'o n'a pas été longtemps titulaire de son... Non, Samuel Eto'o, à son arrivée même à Majorque, était déjà une pièce maîtresse de l'attaque du Majorque. Pourtant, Vincent Aboubakar a dû lui se frayer un chemin
pour mettre son talent en exergue afin d'avoir une place titulaire et du côté de Valenciennes. En même temps, ce n'était pas des clubs du même acabit. On évolue avec le cas Samuel Eto'o car il a reçu récemment un trophée assez spécial, en tout cas le Golden Boy que l'on voit à l'image, bien sûr, en compagnie de sa charmante épouse. Et ça a été fait du côté certainement de la principauté, oui. On voit Samuel Eto'o une fois de plus qui est distingué de la plus belle des manières. Rappelons-le que les prédécesseurs à cet honneur, il y a eu des joueurs comme Iniesta, qui sont quand même des grands joueurs, c'est-à-dire que c'est pour des joueurs âgés de plus de 28 ans et qui ont brillé sur le long de l'année par rapport à un certain niveau de performance. Une surprise selon vous de voir Samuel Eto'o recevoir ce trophée? Pas du tout, ce n'est pas une surprise de voir Samuel Eto'o décrocher ce prix-là aujourd'hui, même si avant lui sont passés de très grands noms, Drogba, Roberto Baggio, oui. Didier Drogba ou encore Andrés Iniesta, c'est de grands joueurs. Et Samuel Eto'o, pour le parcours qu'il a fait et qu'il est même en train de faire aujourd'hui, parce qu'il est quasiment en train de se refaire une santé du côté du côté de la Turquie. Tout à l'heure, il parlait de deuxième jeunesse. Je pense que Samuel Eto'o est en train de se faire une deuxième jeunesse du côté de la Turquie. Il va de soi qu'aujourd'hui, il reçoive ce prix de par son talent, de par la qualité de l'homme. Je pense que c'est un titre qui est largement mérité. Alors, on parlait d'Aboubacar à l'instant. On va évoluer avec le 11 majeur, du moins le 11 type de l'UEFA lors de la dernière journée qui s'est récemment déroulée, pour voir que dans ce 11, il y avait deux Camerounais qui ont été classés, notamment Joël Matip, que vous voyez tout à l'image, tout en bas bien sûr. Ensuite, un Aboubacar peut en cacher un autre, un Camerounais qui est tout en haut, Aboubacar Oumarou, qui est du côté du Partizan Belgrade, et effectivement qui a été élu par l'UEFA le meilleur joueur de cette journée de l'Europa League. Lorsqu'on voit ce Aboubacar Oumarou, d'ailleurs qui est appelé en sélection, en passant, qui est en plein sélection, élu à ce niveau de performance. D'ailleurs, on va voir Aboubacar Oumarou à l'instant, hein, qui a été élu à ce niveau de performance Franck Difo. Êtes-vous surpris? Surtout qu'Aboubacar Oumarou a eu un parcours un peu atypique. Il était récemment, il y a la saison dernière du côté de la Belgique, vous brillez plutôt pas mal. Il brille plutôt pas mal. C'est vrai que c'est les Camerounais qui ne sont pas révélés très vite, très tôt au grand jour. Ça revient encore au problème de ce qu'on a appelé au Cameroun le fichier des joueurs camerounais évoluant du côté de l'étranger. Ce fichier-là, je pense pas qu'au niveau de la FECAFOOT, même on ait ce fichier-là, c'est difficile de retrouver ces joueurs-là. Pourtant, c'est des garçons qui font de très très belles performances. Beaucoup étaient encore surpris. En dehors de Aboubacar Oumarou, beaucoup étaient surpris lors de la rencontre de Marseille en Ligue Europa, de voir un garçon qui offre une très très belle passe de but. Et ils sont surpris du commentaire de journaliste qui dit la superbe passe du Camerounais. Ils se disent mais c'est quel Camerounais ça, Zambo Anguissa? On va y arriver. C'est pour ça qu'on a un problème ici au niveau du Cameroun, qu'on n'est pas nos compatriotes qui évoluent du côté de l'étranger. Pourtant, on a de très grands talents, mais maintenant, c'est au niveau de nos sélections mineures même déjà qu'on se devrait, si on peut les appeler sélections mineures ou alors inférieures, qu'on se devrait de révéler ces garçons. Malheureusement, l'équipe des moins de 23 ans, des moins de 20 ans, des moins de 19 ans, ce n'est pas toujours ça sur la scène continentale ou même encore internationale. Voilà la raison pour laquelle ces garçons-là sont un tout petit peu effacés, pourtant de grands talents. Très bien. Récemment, enfin il y a quelques jours, avant-hier exactement, la liste des 25 face à l'amicale, hein, le Cameroun qui va rencontrer le Nigeria dans quelques jours. On va voir la liste, hein, je vais demander à la diffusion de... Ça, ce sont les 23 qui sont les mêmes que ceux de la dernière rencontre officielle face à la Gambie. C'est exactement les mêmes, sauf que Aboubacar Oumarou s'est ajouté dans l'effectif. Collins aussi, Faye s'est aussi ajouté dans l'effectif. Mais dans l'ensemble, c'est exactement cela, vraiment à la virgule près. Il n'y a aucun changement, ce sont les mêmes joueurs, on prend le même, on recommence. Un mot sur cette rencontre, Georges Grimazom face au Nigeria. Je dirais enfin un adversaire de taille pour le Cameroun. De taille, face à la Gambie, 1-0, ça va. Hein. Non, je pense que quand il parle d'un adversaire de taille, il parle de rencontres amicales. On a joué contre la Thaïlande, contre la Macédoine. L'Indonésie, je ne sais pas moi qui d'autre. Le Nigeria, quand même, en Afrique, ça compte parmi les meilleures nations de football. Il vaut mieux affronter le Nigeria que le Burkina Faso. Il vaut mieux affronter le Nigeria que l'Indonésie. Il vaut mieux affronter le Nigeria que la Thaïlande. Donc, c'est un partenaire intéressant pour les Lions.
Encore que le dernier match amical contre le Burkina Faso, c'était très laborieux. On a gagné 3-2 à l'extrême limite du temps réglementaire. C'est pas pour, enlever à cette sélection du Burkina Faso sa qualité. Encore, elle a disputé il y a 5 ou 4 ans une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Donc, elle est à prendre au sérieux. Mais je dis, de par son histoire, de par les joueurs qui constituent cette équipe, même aujourd'hui, le Nigeria est quand même un adversaire. Oui, Bruno. Plus valeureux que... Je voulais juste ajouter qu'effectivement, les matchs Cameroun-Nigeria, on les a tous vécus. Lorsqu'on était tout jeunes et tout ça, on a connu l'époque avec les JJ Okocha et tout ça. Le match Cameroun-Nigeria, c'est d'abord un gros débit, puisque compte tenu du voisinage que nous avons avec le Nigeria, et puis il y a une grosse et forte communauté nigériane qui vit ici au Cameroun. C'est toujours des très beaux matchs. Ce sont nos meilleurs ennemis, on va dire ça comme ça. Très bien, des matchs très passionnants. Des faux frais, tout simplement. Alors, on évolue toujours avec cette actualité concernant les révélations que vous avez évoquées, comme on l'a vu à l'instant, avec le cas Zambo Anguissa, qui est en train, je ne dirais pas de s'imposer, non, mais il faut quand même le rappeler, c'est un joueur qui était prévu pour la réserve cette saison, et il semble être en train de dévier, entre guillemets, de surprendre son beau monde, notamment Michel. Michel qui l'a frappé à l'œil de Michel. Michel, l'Espagnol, le galant espagnol. Il a frappé effectivement à l'œil de Michel, l'Espagnol. Il faut dire que quand Zambo Anguissa part du Coton Football Club de Garoua, c'est pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais il est prêté à Reims. Arrivé à Reims, il ne jouera même pas de match de championnat. Parce qu'il est prêté de ce côté-là, on la voit en division d'honneur. Rappelons quand même, c'est très important, la DH. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est équivalent de... Allez, j'ai fait... non, même pas. 7e division pratiquement. Parce qu'on a la CFA, on a la nationale, on a la première, la deuxième, la nationale, la CFA, et DSR, DS, DH, c'est quand même assez énorme. C'est très loin, il est prêté quasiment en 7e division. Il revient au club cette saison et il n'a jamais été aligné en début de saison en championnat. Sa première sélection avec les pros, c'était effectivement lors de cette rencontre de Ligue Europa. C'était son premier match, il rentre en jeu. Il délivre une passe décisive, il fait une très belle fin de partie et pour son entraîneur aujourd'hui, c'est un garçon qui est bourré de talent, qui a beaucoup de choses à offrir, mais qui est un peu dispersé, il a besoin d'être canalisé. Voilà un peu le message de Michel à l'endroit de ce joueur-là. Nicolas Nkoulou aussi, son grand frère du côté de Marseille, a trouvé en ce garçon beaucoup de qualité, un très grand talent, beaucoup de sang-froid effectivement, qui ne réfléchit pas, il se laisse aller, il pense comme des grands et il ne trouve véritablement pas, parce que ses modèles ne sont pas loin, c'est pas des Figo, ses modèles c'est Lassana Diarra, c'est Abou Diaby. Il a conquis, le public phocéen et son entraîneur particulièrement parce qu'on lui reconnaît une qualité exceptionnelle, c'est le pressing, à la limite c'est du harcèlement permanent. Rappelons qu'il n'a que 19 ans. Et que tout de même, malgré toutes les critiques, le Cameroun regorge quand même de talent, puisqu'il sort du Coton Sport tout de même pour se retrouver là. Certains ne le voyaient peut-être pas lorsqu'il était à Coton. Maintenant, à Marseille, on va peut-être le remarquer. Avançons avec le cas Koudou, que l'on voit à l'image, que ce Koudou aussi, tout aussi intéressant, Franck Difo. C'est vrai que Koudou n'a pas évolué localement, mais le fait que ce soit, entre guillemets, ce qu'on appelle communément un binational, effectivement. Mais Koudou qui est aussi, de son côté, en train de s'illustrer avec Marseille. Avec l'Olympique de Marseille, il faut dire que la saison dernière, il était du côté de Nantes. Du côté des Canaries à Nantes. Il est arrivé à Marseille. À la surprise générale, il vient comme un titulaire et bientôt peut-être, pourquoi pas, incontestable, parce que lui aussi est en train de réaliser une très bonne saison, un très bon début de saison, même si Marseille, en général, n'est pas en train de réaliser un bon début de saison, un parfait début de saison, comme on aurait souhaité, mais Koudou pour lui aussi est aussi. Et le cas Sébathiou que l'on voit. Sébathiou du côté de Reims, on pourrait dire il est venu un peu remplacer, pourquoi pas Benjamin Moukandjo. Il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans lui aussi. 3 buts en 5 rencontres. 3 buts effectivement en 5 rencontres. La difficulté aujourd'hui avec le Cameroun, c'est vrai qu'on risque de perdre ces jeunes talents-là parce que rien n'est fait. On aurait aimé aujourd'hui, tout le monde parle de ces garçons en parlant de la sélection nationale A, mais je pense que pour un très bon avenir pour ces jeunes-là, le meilleur pour eux aurait été qu'ils commencent avec des sélections inférieures. On a vu le cas Pogba, quand Pogba est arrivé et qu'il était tout étincelant, cela n'a pas empêché à Didier Deschamps de lui demander d'aller d'abord
jouer avec les moins de 20 ans et il a parfaitement réalisé une Coupe du Monde avec les moins de 20 ans qu'il a remporté pour venir aujourd'hui s'imposer en sélection A. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire avec tous ces jeunes Camerounais-là qui sont en train d'émerger du côté de l'Hexagone. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme je le disais encore, on n'a pas de sélection inférieure qui soit à même de révéler ce talent-là au niveau international. Un petit bémol pour les cas Koudou et Sibatieu. Ce sont des Français, il ne faut pas l'oublier, et des internationaux français justement dans les catégories que tu as citées, les U20. Donc, dire que on risque les perdre, c'est comme si nous les avions déjà et puis qu'on nous les arrache. Non, c'est plutôt la France qui pourrait les perdre si naturellement le Cameroun manifeste sa volonté de les avoir. Donc, ils sont français. Attendons de voir s'ils manifestent même la volonté de vouloir jouer pour le Cameroun un jour. Très bien. Georges Rimazom, je reste avec vous parce qu'il y a un sujet autour de la FIFA qui est en train de faire sensation. Non, pas celui autour du départ de Jean Balque qui était attendu, qui était, pour ceux qui se sont intéressés à la FIFA, était tout le moins assez attendu et qui ne va rien changer à la donne fondamentalement puisque celui qui succède à Valque était son adjoint en 2009. Bon, il n'y a rien qui... c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Cependant, il y a un autre sujet qui est en train de faire tomber la FIFA, c'est le cas Hatem Bernafa. Je vous demandais, Georges Rimazom, de nous relater un tout petit peu ce qui se passe autour du cas Hatem Bernafa et qui est en train de faire tomber la FIFA pour le risque de jurisprudence autour de cela. Oui, le problème Hatem Bernafa contre la FIFA, qui est auprès du tribunal arbitral du sport en Suisse, tient de ce que Hatem Bernafa, quand il signe son contrat avec l'OGC Nice pour revenir jouer en Ligue 1, il ne peut pas jouer parce qu'il y a un règlement de la FIFA qui stipule qu'au cours d'une même saison sportive, un même joueur ne peut pas jouer pour trois clubs différents. Et cette année-là, justement, Hatem Bernafa était joueur de Newcastle United, malheureusement relégué avec la réserve, c'est-à-dire qu'il ne jouait qu'avec la réserve. Il était à U-City, cependant, ouais. Oui, d'abord, il jouait avec la réserve de Newcastle. Ouais. Newcastle qu'il a ensuite prêté à Hull City au mois de décembre. Ouais. Hatem Bernafa, on connaît son caractère, il met un terme à son prêt, au même mois de décembre, et résilie son contrat avec Newcastle. Il en signe un autre avec sauf qu'il ne joue pas avec Hull, malheureusement. Il ne joue pas avec Hull. Et il a un match qui joue avec la réserve, la réserve de Newcastle. Même de Hull City. Parce que c'est ce match-là, justement, qui pose problème. Ouais. Alors, quand il revient en France, pour jouer, il paraffe un contrat avec l'OGC Nice. La Fédération française de football lui oppose une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas jouer au motif que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est ce qui l'amène, et son avocat, maître Jean-Jacques Bertrand, à porter l'affaire devant le tribunal du sport. Voilà le contexte. Alors, la question, c'est la suivante. Est-ce que la Fédération française de football était en droit d'interdire ou d'empêcher Hatem Bernafa de jouer avec l'OGC Nice au cours de la même saison? Parce que, rappelons-le, en Angleterre et en Espagne, il aurait pu jouer pour un troisième club. Parce que là-bas, les matchs joués avec la réserve ne sont pas considérés comme des matchs officiels. Et puis effectivement, le cas avec le match du Suisse-Toin dont il s'agit avec Newcastle, il s'agissait d'un match amical. Hein. Qui plus est. Ça a donc compté qu'il a joué pour 3 clubs. Et là, lorsque la FIFA est saisie par le dossier, ils ont renvoyé le dossier au niveau de la Fédération française qui a refusé de se prononcer. C'est pour ça qu'ils ont dû statuer encore une nouvelle fois au niveau de la FIFA. Tout à fait. En rappelant le principe qui voudrait qu'un joueur ne peut pas dans la même saison jouer dans 3 clubs différents. Alors qu'il s'agissait bien d'un match amical. Donc, ce n'est pas un match officiel. Donc, en réalité, Hatem Bernafa est dans son droit d'attirer la FIFA en justice auprès du tribunal arbitral afin que ce tribunal essaye, premièrement, d'éclairer cette disposition de la FIFA qui veut que les joueurs, le même joueur au cours d'une même année, ne puisse pas jouer dans 3 clubs différents. Parce que, malheureusement, ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui peut être considéré comme étant match officiel ou pas? C'est la première chose. La deuxième chose, Hatem Bernafa va être rétabli dans ses droits parce qu'une de ses libertés fondamentales, notamment le droit du travail, lui a été privé. Il a été privé de cette liberté-là. C'est un sportif, il veut exercer son métier. Si éventuellement
le TAS lui donne raison dans cette affaire. Et c'est à la fin de... C'est dans quelques jours. Et la jurisprudence risque de tomber dans quelques jours. Si effectivement le TAS lui donne raison dans cette affaire, ce sera un cas de jurisprudence parce que ce sera un précédent dans l'histoire. Voilà le contexte. Bon, rappelons qu'il a marqué quand même 2 buts cet après-midi à Athènes Ben Arfa. C'est un joueur très talentueux et on déplore juste le fait que bon, il a un comportement qui n'est pas toujours très appréciable. Et ce qui fait que bon, ça tue un peu son talent. Sinon, je pense qu'il est important de préciser qu'effectivement que Athènes réclame Ben Arfa, bien sûr, Athènes Ben Arfa réclame la FIFA 4 millions de dommages et intérêts par rapport à ce préjudice. On va en profiter pour passer à une autre rubrique de cette édition, tout simplement le Zamnet de la semaine. Sport sur Canal 2. C'est reparti avec le sujet autour du rugby, notamment la balle ovale, qui est en train de faire ascension du côté de l'Angleterre avec la Coupe du Monde de rugby. Alors, on a accueilli sur ce plateau Frédéric Volant, qui est un spécialiste du rugby, qui va nous en parler avec beaucoup de plaisir. Salut Fred. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, comment il va? Ça va bien pour une première. La grande forme? Ça va, ça va. Très bien, Samedi Sport, ça se passe comme ça. Ok. Très bien. Alors, Arthur, justement, Arthur Djongwane, on avance avec le cas de la Coupe du Monde de rugby. Justement, on a vu tout à l'heure pendant cette rubrique le Zapnet, la performance de l'Afrique du Sud du Japon face aux Springboks, notamment l'Afrique du Sud. Ça a été exceptionnel tout de même. C'était un moment d'histoire, j'ai envie de dire ça comme ça. Vous savez, dans le rugby, il y a 6 grandes nations dans l'hémisphère nord, 3 dans l'hémisphère sud, on peut rajouter l'Argentine. Il y a 10 nations à peu près majeures. Et là, vous aviez un match Japon contre les Springboks, les Sud-Africains, où forcément les Sud-Africains étaient largement favoris. Et pendant tout le match, vous aviez une équipe du Japon qui était pas très décrochée. Vraiment, c'était égalité, distancée légèrement. Et surtout une fin de match extraordinaire. Ils étaient menés de 3 points. Et ce qui est fabuleux dans le rugby, et surtout sur ce match-là, c'est qu'ils avaient la possibilité plusieurs fois de prendre l'égalité, de taper une pénalité, de prendre les 3 points et d'être à égalité avec les Sud-Africains qui auraient déjà été une performance extraordinaire. Ils ont choisi le jeu. C'est vraiment extraordinaire comme performance. Ils ont choisi le jeu, ils ont multiplié ce qu'on appelle les temps de jeu et à la fin, ils ont marqué un essai qui est tout simplement historique. Ils ont battu les Springboks. Est-ce que ce n'était pas aussi une analyse culturelle? C'est-à-dire que ce risque, on sait comment les Japonais sont culturellement, au lieu de préserver le résultat qui était le leur, même si ce n'était pas favorable, ils ont préféré opter pour le jeu au détriment même de se faire exploser par quand même les Springboks, excusez du peu. Non, parce que je ne sais pas ce que Fred dira, mais je ne pense pas. Disons qu'ici, il y a une notion qui est très importante souvent en rugby, c'est ce qu'ils appellent le panache. Perdre même de 3 points contre les Boks, les Japonais auraient déjà eu l'estime du monde entier, du monde du rugby entier. Donc là, ils étaient dans une situation où ils n'avaient plus rien à perdre. Ils ont dit, de toute façon, un match nul où on perd de 3 points, c'est presque pareil, on ne va pas être qualifié, on ne va pas gagner la Coupe du Monde. On va essayer de les battre. Ils ont joué et franchement, ils ont gagné. Alors, la défaite, Fred, du Japon, de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. Oui, de l'Afrique du Sud face au Japon, bien sûr, parce que j'ai toujours l'impression que c'est logique en fait. Je suis toujours dans la logique en fait, malheureusement. Vous qui avez suivi la rencontre avec beaucoup de plaisir, bien sûr, comment avez-vous vécu cela? Déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas vibré pour une autre nation. Ça fait bizarre. Effectivement, d'habitude, vous vibrez pour quelle nation? La France. Ah, ok, d'accord. Beaucoup la France. Mais non, ce qui était impressionnant, et je pense que la clé, effectivement, comme tu précisais auparavant, c'est qu'ils n'ont jamais décroché au score. Ça, c'était extrêmement important. Et plus la fin du match approche, plus vous êtes galvanisé. Et la deuxième clé de ce match, c'est effectivement d'avoir eu l'audace, le cran, d'avoir pris la touche, plutôt que de tenter une pénalité. Ça, c'était vraiment quelque chose d'incroyablement audacieux, quoi. Parce que, comme vous le disiez, même si vous perdez 3 points, vous êtes le Japon. Mais là, c'est assez incroyable. Ce risque, ça ne vous a pas bluffé à l'instant lorsque vous avez... Ça ne m'a pas bluffé parce que ils ne jouent pas avec la même pression. Ah oui, c'est vrai en plus. Ils jouent, quand on aborde un match contre l'Afrique du Sud, même si on est le Japon sans vouloir manquer de respect à cette équipe, et il faut bien noter que le Japon, c'est une des rares nations qui ne fait pas partie du top 10, qui a fait toutes les Coupes du Monde depuis 87. Donc ils ne sont pas là non plus pour rien. Et je pense que
c'était, je ne peux pas dire normal, mais ça ne m'a pas choqué. Très bien. Voilà. Restons avec les nations africaines. On est avec l'Afrique du Sud. Oui, Georges. Oui, mais moi aussi, ça ne m'a pas vraiment choqué, ça ne m'a pas beaucoup surpris. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, les Springboks qui étaient vraiment dans le top fort des nations les plus fortes en matière de rugby, ils ont complètement décroché aujourd'hui. Hein. C'est vrai que lorsqu'on compte les vainqueurs de la Coupe du Monde, c'est plus la belle génération. Effectivement, oui, c'est plus la belle génération. Les Springboks ont ces 2 Coupes du Monde comme trophée, mais ils sont un peu en perte de vitesse. Donc, ça peut aussi expliquer tout cela. Donc, on verra avec la suite de la compétition. Peut-être qu'ils ont des chances après. Effectivement, toujours dans la suite de la compétition, restons un peu avec les cas des nations africaines. Là, on parle des Springboks, notamment l'Afrique du Sud. Un petit mot pour la Namibie, qui n'est pas à la hauteur de l'Afrique du Sud, mais tout de même aussi qui fait honneur à l'Afrique. Hein, parce que l'Afrique présente dans cette compétition, quand même, il faut y être. Hein. Arthur Durwan. Qu'est-ce que je peux dire? La Namibie, oui, c'est bon, c'est un pays limitrophe de l'Afrique du Sud. Ils sont en Coupe du Monde, c'est bien. Je pense que quand on est entré sur ce plateau, ils étaient en train d'affronter les All Blacks, qui sont quand même la nation référence en rugby. J'espère que Dan Carter n'a pas fait de catastrophe. Non, au bout de 20 minutes, ils avaient déjà pris 3 essais. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Ça va être un peu difficile pour eux, mais oui, c'est une nation africaine et... on espère pour elle qu'elle pourra s'illustrer. La Namibie, c'est déjà un jeune pays, il faut quand même le souligner aussi. Mais dans le classement, c'est au niveau mondial, et je vous rappelle qu'ils occupent quand même la 20e place. Hein. Oui. Ce qui n'est pas une mauvaise place lorsqu'on parle du rugby, qui est un sport aujourd'hui super médiatisé, la preuve avec la Coupe du Monde qui se déroule. Le malheur peut-être pour ce pays, c'est que le rugby n'est pas un sport qui est ancré dans nos mœurs, dans nos cultures en Afrique. Donc, en dehors de l'Afrique du Sud, malheureusement pour la Namibie, je ne pense pas que ses autres adversaires sur le continent lui donnent la possibilité de s'aguerrir Avec vous, Fred, revenons aussi sur les performances, notamment parce que vous parliez de cela à l'instant, l'équipe de France. Comme on a vu à l'instant, Michala qui a perdu sa place avec la modification de Philippe Saint-André. Tout le monde, on l'a pu retrouver lors de la rencontre d'hier qui opposait la France, je crois c'était à la Roumanie. Et on a plutôt retrouvé Morgan Parra, vous, qui semble être la véritable révélation pour l'instant, tout le monde en parle. Je veux qu'on insiste sur Michala. Que se passe-t-il selon vous avec Michala? Non, moi je pense que comme l'avait dit Philippe Saint-André, c'était déjà prévu depuis le début. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment eu de surprise. Passation de pouvoir? Non, je pense pas. Je pense que Morgan Parra, si vous voulez, que Philippe Saint-André avait annoncé que sur le 2e match, certains joueurs savaient déjà qu'ils ne joueraient pas le premier, dont Morgan Parra, et qui joueraient l'entrée. Est-ce que le 2e match était sur le match des coiffeuses? Non. Moi, je pense qu'il était important pour l'équipe, et là je rejoins tout à fait Philippe Saint-André, de faire entrer tout le monde, que tout le monde ait du temps de jeu, sauf le dernier qui vient d'arriver, l'ailier Rémi, je crois, Rémi, ouais. qui n'est pas rentré parce qu'il n'a pas fait partie de la préparation avec le groupe, etc. Je pense qu'il était important que tout le monde entre dans la compétition. Morgan Parra, là où il a été très fort, et pour moi là où il a marqué beaucoup de points, et c'est très très important dans une Coupe du Monde, c'est qu'il a fait 100% au pied. Ça, c'est aujourd'hui, on sait qu'en Coupe du Monde, il y a moins d'essais. Ah oui. Bon, alors là, ça ne se voit pas parce que c'est encore le début, etc. Je dirais qu'il y a des petites nations face aux grosses nations du rugby. Donc c'est pour ça qu'on a des écarts de points assez importants. Ah ouais. Mais une Coupe du Monde se gagne aussi beaucoup au pied. Très bien. Alors, il a évoqué la blessure de l'international français et l'arrivée de notre... On observe que le règlement au niveau de l'IRA, hein, l'Association internationale de rugby, est plutôt assez différent, puisque c'est tel que s'il y a une blessure, ça permet à un autre joueur de pouvoir intégrer le groupe pendant la compétition. En football, en comparaison avec le football, ce n'est quasiment pas possible. C'est-à-dire que si on est en Coupe du Monde au Brésil, un joueur se blesse pendant la Coupe du Monde, on est en infériorité, on a perdu un joueur tout simplement. Tandis que là, avec le rugby, parce qu'effectivement la liste semble être élargie à 50, c'est 50 joueurs qui sont... Non, 30 et quelques joueurs qui sont convoqués, mais après, effectivement, il y a d'autres joueurs en réserve. En réserve. Et on peut se permettre de prendre dans la réserve pour pouvoir compenser le groupe en cas de blessure. Je pense que ce n'est pas le même sport. Déjà, sur les impacts, c'est un sport qui est extrêmement physique. Les blessures, il y en a quasiment à tous les matchs, après des plus ou moins importantes. Donc, il est normal pour moi, je pense, et tout à fait compréhensible, qu'on puisse avoir accès à des joueurs qui n'ont pas été convoqués sur la liste des 30, je dis 31 je crois,
Le problème, hein, c'est que si vous gardez toujours, admettons vous perdez un élève, il vous en reste 3. Ouais. C'est-à-dire que ces 3 élèves vont devoir faire tous les matchs qui suivent, en imaginant qu'il n'y en ait aucun qui se blesse. C'est physiquement pas possible. Enfin, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué, effectivement. Voilà. Mais restons avec le rugby pour cette fois-ci rester sur un autre angle de cette discipline, plutôt les valeurs de ce sport. J'ai eu la chance d'assister aux 2 dernières finales du top 14, notamment la dernière finale Toulouse face à Castres, au Stade de France. Alors, franchement, je me souviens de cet émoi parce que je ne m'y attendais pas. L'organisation, l'état d'esprit des joueurs, en plus des spectateurs. Que se passe-t-il au rugby qui fasse en sorte que c'est un comportement si différent du football? Moi, je vais vous surprendre, j'ai une théorie dessus, c'est que je pense que le rugby est un des rares sports où on retrouve l'essence même des vraies valeurs sportives. Je trouve que par rapport à d'autres sports comme le football, si on veut comparer, le rugby n'est pas encore, à mon sens, perverti par l'argent, l'hypermédiatisation, l'argent, ainsi de suite. Le rugby, c'est un sport où on s'empoigne franchement et à la fin, on va boire une bière ensemble. Quand on veut comparer le rugby et le foot, moi, par exemple, je vais vous dire, vous prenez quelques règles au rugby, vous les mettez au foot et vous allez voir que vous allez transformer très positivement le football. Je parle sous le contrôle, encore une fois, d'une autre spécialité. Je me permets, le cas par rapport à l'arbitrage. Voilà. On a vu une saignée face à la Roumanie, l'arbitre qui communiquait avec un joueur, et on suivait la communication en direct parce qu'également, il avait une caméra embarquée. L'arbitre avait une caméra embarquée qui nous permettait d'avoir un zoom particulier sur le joueur et d'entendre la conversation en direct. Et ça, c'est énorme. Oui, déjà, au rugby, vous savez, il y a une notion de discipline. Au rugby, l'arbitre déjà se trompe pas souvent, mais il y a en plus l'aide de la vidéo. Ouais. Au rugby, l'arbitre siffle, prend une décision, vous contestez, ça fait 10 mètres, on avance. Imaginez ça au foot. Au foot, à chaque fois qu'il y a une décision, on encercle l'arbitre, on conteste tout de suite. Alors, imaginez qu'on ait un coup franc dans son camp et qu'à chaque fois que vous contestez, on avance de 10 mètres. À la fin, on tombe à un pénalty, vous encaissez un but et vous allez comprendre qu'il faut respecter l'arbitre. C'est vrai qu'au foot, quand ça ne va pas avec l'arbitre, on lui parle. Les joueurs lui parlent nez à nez. Voilà. C'est énorme, ça. Au rugby, c'est le capitaine qui parle. L'arbitre s'exprime vis-à-vis du capitaine, fait même de la prévention, dit attention, monsieur le capitaine, parlez à votre joueur, dites-lui que ceci. C'est vraiment extrêmement intéressant. Au rugby, vous avez cette notion même de carton jaune. Au carton jaune, vous sortez, vous faites 10 minutes dehors, vous pénalisez votre équipe et vous comprenez qu'il faut être discipliné sur le terrain parce que si vous n'êtes pas discipliné, ben on a parlé du cas du Japon contre les Box. On a oublié de dire qu'à la fin, les Springboks étaient à 14. L'impact des Japonais était tel qu'ils se sont mis à la faute, comme on dit, ils ont pris un carton jaune, ils étaient à 14 et à la fin, l'essai, c'est parce qu'on joue au large sur les temps de jeu, ils ne sont pas placés. Donc si vous voulez, on est sur des valeurs où, je trouve personnellement, on respecte l'arbitre. L'arbitre est aidé, il prend des décisions, je pense, très souvent qui sont justes, parce qu'il y a aussi cette frustration dans le foot où les joueurs... Les joueurs respectent aussi le public, et le public respecte les joueurs. Voilà, parce qu'il n'y a pas de scène de... Il y a aussi une autre proximité, c'est-à-dire que les joueurs, par exemple, de rugby par rapport à des joueurs de foot, sont beaucoup plus accessibles. Ah oui, ça c'est vrai. Ça n'a absolument rien à voir. Je pensais donc notamment... en France, vous allez voir un match à Toulon. J'avoue que lors de cette finale, j'ai échangé. Vous pouvez prendre une photo, avoir un autographe, c'est très très facile. J'avoue que lors de cette finale, par exemple, j'ai échangé avec Fall avec une facilité déconcertante, comme si de rien n'était, ce qui n'est pas possible avec les footeux qui se prennent la tête, mais bon, laisse tomber. Bon. C'est une approche vraiment très différente. Très bien. On va en profiter, messieurs, dames, pour passer, n'est-ce pas, quand nous sommes au terme de l'émission, bien sûr, pour passer simplement, vous inviter à suivre la bande-annonce du prochain sujet. Vous l'avez compris, messieurs et dames, pour une première, Samedi Sport sera présent au Parc des Princes pour vous offrir les coulisses de cette rencontre et la vision, bien sûr, de la diaspora par rapport à ce derby qui s'annonce, ce classique autant pour moi qui s'annonce pour la prochaine édition de Samedi Sport. Beaucoup de Marseillais sur le plateau ont murmuré. Oui, parce on en profite. Le sport ne monte pas le but de Marseille, un peu comme si Marseille n'en avait pas mis Très bien. Paris. Là, on en profite pour remercier également Yann Guérin, l'attaché de presse du PSG, qui nous facilitera aussi un certain nombre d'accès du côté de Paris pour la semaine prochaine. On vous remercie aussi l'ensemble des spécialistes qui avaient été présents pour cette édition, pour ce premier anniversaire de Samedi Sport, notamment l'équipe technique, Roland, Collins,
dit fort, tous ceux qui participent de manière permanente à la réussite de cette émission. En tout cas, messieurs et dames, sachez que nous, ça nous a dit sport. Et si vous, ça vous a dit sport, alors retrouvez-nous pour les prochaines aventures de Samedi Sport. Suivez Samedi Sport sur les réseaux sociaux, sur la page Twitter, Facebook, YouTube, sur PC, tablette et Android.